Yao. Didier Roustan est mort. Didier Roustan est mort. Vidéo complètement différente du reste de ce que je produis actuellement, puisqu'il s'est passé cet événement-là. Donc le journaliste sportif français Didier Roustan est mort. Alors vous allez me dire, on s'en fout, parle-nous de cinéma. C'est vrai que je suis un monomaniaque et qu'il y a que du cinéma et de la télé sur ma chaîne. Donc là, vraiment, pour le coup, c'est une sortie de piste totale. Parce que, pour une fois, ça allie aussi deux choses que j'aime bien, l'audiovisuel, bien sûr, et le foot. Et notamment par un mec qui, à mon avis, est un bon médium de tout ça, c'est Didier Roustan. Alors Didier Roustan, c'était quoi? Didier Roustan, c'était un journaliste qui, dès son arrivée à la télé française, notamment dans la création de l'émission mythique Téléfoot à l'époque, a tout de suite proposé une forme de documentaire et de reportage qui était basé sur la proximité, une véritable liberté de ton et surtout d'expérimenter, de tenter constamment des choses. Moi perso, je me suis rendu compte qu'il avait marqué mon imaginaire avec un reportage qu'il avait fait, enfin un faux reportage qu'il avait fait en 93. Remise en contexte, l'équipe de France vient d'être éliminée de la Coupe du Monde dans un match dramatique contre la Bulgarie, c'est-à-dire que l'équipe de France, pour vous refaire toute l'histoire clairement, avait besoin d'un seul point sur ces deux derniers matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis en 94, et ils perdent au Parc des Princes à Paris contre l'Israël en encaissant un but déjà dans les dernières minutes ou même à la dernière minute. Ils perdent 3-2. À l'époque, perdre 3-2 contre Israël, c'était absurde. Et donc, les Français se retrouveraient avec un dernier match décisif où ils devaient juste, entre guillemets, avoir un point. Le problème, c'est qu'ils étaient contre une équipe qui était clairement au coude avec eux pour se qualifier et qui devait absolument gagner. L'équipe de Bulgarie de l'époque qui était extrêmement forte avec des joueurs qui sont devenus et qui étaient déjà très forts à l'époque, Emile Kostadinov et surtout leur meneur de jeu, Risto Stoïkov. Et je vous le donne en mille, l'équipe de France marque à but, les Bulgares égalisent avant la mi-temps, et toute la deuxième mi-temps se passe, le match est assez tendu, mais c'est pas très serré. Et à la dernière seconde du temps réglementaire, les Bulgares contre-attaquent et ils marquent. Mais à la dernière seconde, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas les arrêts de jeu, on a remplacé des gens, machin truc. 90e, c'était entre guillemets 90e avec quelques arrêts de jeu, mais c'était genre maximum 30 secondes. Et donc, ça a été une catastrophe nationale, puisque, encore une fois, l'équipe de France ratait le mondial où elle était supposée être une des favorites. Dans l'équipe de France, il y avait des tas de joueurs qui étaient très importants, Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, des gens comme ça qui sont devenus mythiques après. Et donc, dans la déception, dans la foulée de cette défaite terrible, je sais plus si c'était pendant la Coupe du Monde ou avant, Didier Roustan nous avait proposé un faux reportage qui s'appelait, grosso modo, qu'on avait frotté sur la lampe magique et que l'équipe de France était à la Coupe du Monde. Et il refaisait une fausse compétition où il disait on a battu telle équipe, on a dompté les Camerounais. Enfin, c'était vraiment comme une sorte de fantasme. Et il donnait pas le résultat de la finale contre l'Allemagne, finale rêvée bien sûr, ou de la demi-finale, je ne sais plus. Et il s'arrêtait là. Alors ça peut paraître un peu naïf, un peu absurde, et c'est sûr que maintenant, si vous revoyez ce reportage, vous allez trouver un peu ridicule. Mais dans mon imaginaire, ça m'a d'enfant, j'avais quoi, 13 ans, ça m'avait marqué parce que c'était une belle manière de nous offrir une toute petite Coupe du Monde. Alors que bah, je commençais à aimer beaucoup le foot, je jouais au foot, j'étais très mauvais, mais j'aimais de plus en plus le foot et j'avais vraiment j'étais vraiment dans la fleur de l'âge où j'allais vivre cet événement avec tout mon cœur, toutes mes tripes et ainsi de suite. Et on en était privé, quoi. On en était privé, quoi. Et je vous parle d'une époque où l'équipe de France avait que gagné 1 euro et avait une sorte de malédiction à la Coupe du Monde, ne dépassait jamais les demi-finales, jamais de finale, n'arrivait plus à se qualifier. Il y avait une sorte de creux générationnel dont visiblement les joueurs n'arrivaient pas à sortir, donc on avait la sensation qu'on n'y arriverait jamais, quoi. Et pile dans cette période-là aussi, l'Olympique de Marseille gagne la seule, pour l'instant, Coupe d'Europe de l'histoire des clubs français et commence à naître comme ça une sorte d'espérance. Et j'ai associé un petit peu ce reportage de Didier Roustan qui faisait une sorte de vœu pieux, un peu poète, un peu naïf certes, mais avec une candeur et avec une inventivité. C'était même pas un reportage, quoi. C'était juste un truc, une pommade pour nous dire, écoutez, bon, on n'y est pas, mais
il faut rêver, c'est beau le rêve, quoi. Enfin, je sais pas. Et c'est un mec qui faisait des trucs comme ça, parfois un peu lunaires, raté, hein. C'était pas un génie, c'était juste un gars qui inventait beaucoup et faisait du bien en inventant, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette forme de vlog un peu comme ça, à brûle pour point, à vous raconter des trucs un peu en foutraque et que je vais le laisser tel quel. C'est vraiment mon hommage à lui parce que bah, c'était comment dire, un Fidel Castro du vlog. Quand il a commencé à faire des vlogs vidéo sur Roustan TV, sur Dailymotion à l'époque, et ben il y avait des vlogs qui pouvaient durer 45 minutes, 1 heure, voire plus, quoi. Et c'était passionnant parce qu'il faisait des digressions, parce qu'il y avait plein de trucs. Alors il se rédigeait un plan, il faisait attention et tout, mais il avait tellement de choses à raconter et il était tellement généreux dans son appréhension du sport et de la culture en général que bah tout se rentrait en collision de manière naturelle. Et du coup, bah, ça donnait une anecdote avec une chanteuse, comment dire, il te parle d'un match et puis d'un seul coup, il va commencer à te parler de cuisine congolaise. Enfin voilà quoi, le mec était né à Brazzaville, il adorait le football sud-américain, donc il avait été dans ces matchs en fusion. Là, c'est un des rares journalistes qui m'a fait comprendre à quel point le football était une religion dans certains pays, mais dans son sens extrême, mais aussi dans son sens magnifique, dans son sens célébration, dans son sens on se réunit, on passe un moment d'une sincère intensité. Et je crois qu'il y a là une vraie beauté dans la capacité que qu'avait ce mec-là à proposer ça. Et je vais quand même essayer de faire un vlog qui fait pas plus de 15 minutes pour pouvoir le mettre sur Instagram en un seul morceau, parce que voilà, la nostalgie, je sais que ça peut gaver les gens assez rapidement. Donc je vais vite vous donner un deuxième exemple de ça, parce que c'est une vidéo qui est devenue un peu une Madeleine de Proust pour moi. Autre contexte donc, Brésil-Allemagne, 2014. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte, bon, beaucoup plus d'entre vous, donc je vais aller un peu moins dans les détails. Demi-finale de Coupe du Monde du Brésil au Brésil contre l'Allemagne, l'ennemi juré entre guillemets, et c'est la catastrophe. L'équipe brésilienne est calamiteuse. Ils encaissent 7 buts à 1, une demi-finale de Coupe du Monde historique, incroyable, impensable. Bref, un événement qui a dépassé complètement la sphère du foot, tellement il était improbable, impensable, et ça n'arrivera probablement jamais un truc pareil dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il va falloir attendre un siècle, à mon avis, pour que revivre un truc aussi absurde que de voir le Brésil prendre une valise pareille, de voir une équipe prendre une valise pareille pendant demi-finale de Coupe du Monde. 7 buts à 1, score de match de poussin, quoi. Enfin, c'était absurde possible. Et j'étais comme tout le monde estomaqué. Je me souviens, j'avais appelé mon frère à la mi-temps en lui disant mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y avait déjà 5-0. Enfin, je regarde un match où j'étais vraiment complètement sous le choc d'un tel truc. Puis mon frère m'avait dit bon bah merci au frérot parce qu'il m'avait donné des éléments pour dire voilà bah tu vois que les Brésiliens sont pas dedans, ils se sont complètement écrasés par les émotions et en face les Allemands ils ont été d'une précision chirurgicale quoi, ils ont juste joué leur jeu parfaitement. Donc une sorte de d'effet de on est on est top et vous descendez en dessous de votre potentiel et ben voilà ça devient au niveau professionnel ça devient catastrophique quoi. Et une des rares vidéos qui m'a permis de comprendre cet événement-là, c'est le vlog de Didier Roustan sur cette demi-finale. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans les liens de cette vidéo. Je vous conseille de le mater, c'est passionnant. Il vous retrace 40 ans d'histoire du football brésilien en détail, avec comment petit à petit le football est passé du football samba, du football génie, du football d'une créativité, d'une poésie incroyable même. Hein. Bien sûr, hein, je connais pas assez les joueurs, mais bien sûr Pelé, Zerzino, bon bref, et tant d'autres, à un football qui tout doucement a glissé vers une sorte de football européanisé par bloc, qui a malheureusement eu des résultats, Coupe du Monde 94, Coupe du Monde 2002, et du coup a emmené tout doucement le football brésilien vers cette catastrophe monumentale de 2014, d'une équipe du Brésil sans créativité et complètement dépassée techniquement par les Allemands, ce qui est un truc hallucinant à dire du Brésil, quoi, c'est le Brésil, ils ont inventé la technique au foot, je pense, sans insulter les autres pays de football. Je sais bien qu'actuellement l'Espagne cartonne tout et que probablement dans l'histoire du football, l'Espagne est en train de devenir le pays le plus important de l'histoire du foot, je pense, hein, sincèrement. Mais le Brésil, voilà, quoi, c'est eux qui ont inventé la danse du football. Donc c'était un moment complètement fou. Et donc Didier Roustan vous raconte tout ça, comment en allant interviewer des anciens joueurs, en les connaissant très très bien, comment il a compris ce qu'était Scolari, le sélectionneur de cette équipe. Donc,
calamiteuse du Brésil et toute la filiation de gens qui sont amenés à cette catastrophe-là. Et ce vlog est devenu, sans que je m'en rende compte, un petit peu ma Madeleine de Proust. Un truc que je me réécoute de temps à autre, que je retrouve, même si c'est hyper chiant à retrouver sur Dailymotion, je perds un quart d'heure à balayer toutes les vidéos, à retrouver à chaque fois et à réécouter Didier me parler de l'explosion de ce Brésil, du Scolari qui a comme bouquin un bouquin pour un entraîneur, pour un coach de foot qui s'appelle L'art de la guerre, quoi. L'art de la guerre de Sun Tzu, c'était son mantra, enfin voilà, des choses comme ça, de parler de Dilma Rousseff et l'importance de Dilma Rousseff, et d'un seul coup s'arrêter en disant Dilma Rousseff, bombe à neutrons, vraiment Dilma Rousseff. Et ça, c'était Didier Roustan. Il te faisait rire, il te faisait halluciner par sa culture, par sa compréhension de la liaison de tout ça. Trop de personnes le disent, mais lui, il l'incarnait vraiment, cette idée que le football, c'est le monde, quoi. Il est à l'image du monde. Et donc, il est mort. Et j'ai envie de faire ce vlog déjà pour dire que si vous avez l'occasion de découvrir un peu ce mec, il a des tas de vlogs sur le foot, il a tenté plein de choses, des choses réussies, mais des choses tellement bien aussi. Il a marqué vraiment beaucoup de joueurs, beaucoup de journalistes, donc on va beaucoup parler de lui, mais j'avais envie de parler de ça parce que je me suis rendu compte que c'est un mec aussi qui m'a donné envie qui m'a donné un peu le courage de prendre du risque. Il y a lui, et il y a la chaîne Feu No Life, dont je reparlerai certainement encore, qui m'a décomplexé. Ils ont fait partie un peu des gens comme ça qui m'ont donné envie de tenter ma chance sur YouTube, de rater des choses, et de rater plus de choses que d'en réussir. Ma chaîne YouTube est une hécatombe à cet endroit-là, donc vous en savez quelque chose, mais c'est des gens qui m'ont fait comprendre qu'à un moment donné, tu peux pas planter réellement si t'essayes. Bien sûr que tu peux te planter, il faut y aller avec sincérité, il faut sortir chaque nouvelle vidéo, chaque nouvelle tentative, comme si que t'allais mourir quand ça allait rater, quoi. Mais il faut pas y croire à ce point-là, il faut sortir le truc, il faut admettre quand ça marche pas, et continuer de créer, continuer d'inventer, continuer d'être généreux dans son envie de transmettre. Et vraiment, pour le coup, Didier Roustan, pour moi, il a incarné ça. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo simplement pour vous parler de ce mec, parce que je trouve qu'il le mérite. J'en ferai pas des milliers de vidéos comme ça, de choses qui sont extra sportives, entre guillemets, extra cinéma, hein, vous me connaissez, moi, je suis un monomaniaque, un cinéma, et rien d'autre. C'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne ne décolle pas, hein. Non, je déconne. Je dis souvent que si je parlais pas de cinéma, je mourrais, certainement. Mais enfin voilà, j'ai fait un peu ce vlog comme ça en vrac. C'était mes condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ces gens-là, à tous les gens qui ont aimé ce mec-là. Si vous avez l'occasion de regarder ces vlogs, allez-y. Et après, pour les habitués, vous inquiétez pas, je vais pas en faire 50 des vidéos comme ça. J'avais mis une petite écharpe, c'est en référence justement à Didier Roustan dans ses émissions, dans ses vlogs. Il y avait souvent des histoires de maillots et de tas de choses qu'il a collectionnées comme ça dans ses voyages et tout ça. Là, j'ai mis le Racing Club de Strasbourg parce que voilà, c'est un de mes frères qui m'a emmené voir un match dernièrement. J'ai été supporter à ma manière du club pendant longtemps, un peu l'OM, tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant quand même, hein, la vie. Hein. Je sais très bien que j'ai plus de maillot de foot depuis très longtemps. Mais là, avec la mort de Didier Roustan, je me suis rendu compte que j'en avais plus et je me suis dit merde. J'aurais bien aimé en garder un ou deux, quoi. J'avais le maillot de l'équipe d'Allemagne de la Coupe du Monde 94, un très joli maillot blanc avec juste des sortes de drapeaux un peu en diagonale, comme ça, quand ils faisaient les maillots très larges, comme ça, on a l'impression que c'était des sacs pour les joueurs. Enfin bref, bah écoute, merci Didier. Je suis fier de porter le même prénom que toi. C'est quand même cool. Alors vous allez me dire, il y a Didier Deschamps, Didier Six, il y a plein de super Didier si vous voulez, mais j'aime bien l'idée que ce soit Didier Roustan qui était dans le sport et puis un peu dans l'audiovisuel. Si j'ai deux de mes passions, ce serait ça. Et le foot en fait partie. Voilà, bon, c'était un petit peu en vrac. Vraiment, ciao professeur. Si vous aussi vous avez aimé Didier Roustan, bah écoutez, vous pouvez mettre une anecdote dans les commentaires ou bien simplement mettre transmission, générosité. Ça, je trouve que ça résumait bien ce mec naturel, généreux. Enfin voilà. Merci. Et on va tout de suite repasser à des vidéos sur Highlander, sur les séries télé, sur les films, vous inquiétez pas. À bientôt.